Ces 72 dernières heures marquent un point d'inflexion dans l'ordre mondial que nous connaissions. Pendant que Washington double la mise avec de nouvelles sanctions contre Cuba, les plus sévères depuis des décennies, trois puissances économiques viennent de tracer une ligne dans le sable qui va tout changer. La Russie a annoncé des accords énergétiques directs avec la Havane, contournant complètement le dollar. La Chine, dans un mouvement sans précédent, a ouvert des lignes de crédit de milliards de yuans, pendant que ses navires commerciaux naviguent déjà vers les ports cubains. Et voici ce qui est vraiment fascinant. Le Mexique, notre voisin, vient de rompre des décennies de neutralité diplomatique en déclarant que sa souveraineté commerciale n'est pas soumise aux sanctions étrangères. Vous comprenez ce que ça signifie? Nous ne parlons pas de simples déclarations politiques. Nous assistons à la naissance d'une architecture économique parallèle, une où le pouvoir unilatéral des sanctions américaines est en train de devenir lettre morte. La question n'est plus de savoir si le système va changer, c'est de savoir à quelle vitesse nous, en tant que citoyens, comprendrons les conséquences réelles de vivre dans un monde multipolaire où les règles du jeu sont réécrites sous nos yeux. Permettez-moi de vous expliquer exactement ce qui se passe ici, parce que ce que nous voyons dans les gros titres effleure à peine la surface d'une transformation qui se prépare depuis des décennies et qui explose maintenant devant nos yeux. Quand Donald Trump a signé ces nouvelles sanctions contre Cuba, il ne faisait pas simplement continuer une politique dépassée de la guerre froide. Il accélérait, peut-être sans le savoir, le processus même que les États-Unis ont essayé d'éviter pendant plus de 70 ans, la perte de leur hégémonie économique mondiale. Et voici ce qui est ironique, vraiment fascinant dans tout ça. Chaque sanction, chaque restriction, chaque menace de punition économique que Washington impose sert de carburant pour que le reste du monde construise précisément les systèmes alternatifs qui finiront par remplacer le dollar et les institutions financières contrôlées par l'Occident. Alors, décortiquons ça couche par couche, parce que vous devez comprendre la profondeur de ce qui se passe. La Russie n'a pas simplement dit qu'elle enverrait du pétrole à Cuba. Ce que Moscou vient de faire est bien plus significatif. Ils établissent un mécanisme d'échange direct où Cuba paie avec du nickel, du cobalt et des services médicaux spécialisés. Vous vous rendez compte à quel point c'est révolutionnaire? Pendant des décennies, le pouvoir américain reposait sur une prémisse simple mais brutale. Si vous voulez commercer internationalement, vous devez utiliser des dollars. Si vous voulez utiliser des dollars, vous devez suivre les règles de Washington. Et si vous ne suivez pas ces règles, vous êtes exclu du système financier mondial. C'est ce qu'on appelle le privilège exorbitant du dollar. Mais la Russie vient de dire au monde entier: nous n'avons pas besoin de ce système. Nous pouvons commercer directement en utilisant nos propres monnaies, nos propres produits, nos propres conditions. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce que ça ne se passe pas dans le vide. La Chine, la deuxième plus grande économie de la planète, a observé ce que la Russie faisait et a essentiellement dit: nous aussi, on joue. Pékin a annoncé des lignes de crédit massives pour Cuba libellées en yuan. Pas en dollars, en yuan. Ils financent la reconstruction de l'infrastructure électrique cubaine. Ils achètent du nickel cubain pour leurs industries de batteries électriques. Ils investissent dans des ports cubains qui finiront par se connecter à l'initiative de la ceinture et la route. Chacun de ces mouvements est une brique de plus dans la construction d'un système économique mondial qui opère complètement en marge des institutions créées après la Seconde Guerre mondiale. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le système SWIFT de transfert bancaire. Tous ces outils que les États-Unis ont utilisés pendant des décennies pour projeter leur pouvoir sont systématiquement contournés. Mais attendez, parce que le Mexique est là où cette histoire devient absolument fascinante pour nous ici aux États-Unis. Le Mexique a traditionnellement maintenu une posture de non-confrontation avec Washington. Rappelez-vous, ils partagent une frontière de plus de 3000 kilomètres. L'économie mexicaine est profondément intégrée à l'économie américaine à travers la CEUM. Des millions d'emplois des deux côtés de la frontière dépendent de ce commerce.
Alors, quand le président du Mexique sort publiquement et dit que la souveraineté commerciale de son pays n'est pas soumise aux sanctions étrangères, quand il annonce que le Mexique continuera à commercer avec Cuba, peu importe ce que Washington dit, c'est un moment historique. Le Mexique dit: notre dignité nationale, notre droit de décider avec qui nous commerçons vaut plus que la peur des représailles américaines. Et vous devez comprendre le contexte plus large de pourquoi le Mexique prend cette position maintenant. Pendant des années, le Mexique a navigué une relation incroyablement complexe avec les États-Unis. D'un côté, ils ont besoin de l'accès au marché américain, de l'autre, ils ont vu comment Washington traite ses partenaires. Ils ont vu les sanctions contre la Russie dévaster des économies. Ils ont vu comment les États-Unis ont abandonné l'accord nucléaire avec l'Iran alors que l'Iran respectait tous ses engagements. Ils ont vu que les promesses américaines ne valent pas grand-chose quand l'administration change. Alors, le Mexique, comme beaucoup d'autres pays, arrive à une conclusion inévitable. Dépendre exclusivement des États-Unis est stratégiquement dangereux. Ils doivent diversifier leurs relations économiques et politiques.